Si vous le voulez bien, en attendant que la technique finisse de se mettre en place, je vais commencer ce conseil municipal par faire l'appel des présents. Madame Joëlle Mizrahi, Monsieur Patrick Sabatier, Madame Marie-Christine Cianarella, Monsieur Frédéric Plat-Gavaudan qui a donné procuration à Isabelle Lévy-Fanucci, Madame Isabelle Lévy-Fanucci, Monsieur Patrick Minéo, Madame André Collin, Monsieur Jean Tomaselli, Madame Martine Chex, Monsieur Serge Bénica, Monsieur Christian Lartaud, Madame Marie-France Rosti, Monsieur Henri Carvin, Monsieur Lionel Decubert, Madame Jacqueline Fabre, Monsieur Bernard Croze, Madame Marie-Claude Allary, Monsieur Maurice Attias, Monsieur Christophe Moulin, Madame Emmanuelle Girard-Tivillier, Madame Corinne de Ranieri qui a donné procuration à Marie-Christine Cianarella, Madame Sandrine Frère, Monsieur Laurent Castillo, Madame Stéphanie Gréco de Coningue qui a donné procuration à Marie-Claude Allary, Madame Émilie Partouche, Monsieur Anthony Paget, Madame Anaïs Abrahamian, Monsieur Loïc Rousseau, Monsieur Jean Naya, Madame Monique Robineau-Chélan, Monsieur Dalmassou qui est absent, Madame Aurélie Trichot-Pirani, Madame Francine Larocca, Monsieur le député José González. Merci à tous d'avoir répondu à l'appel de votre nom. Nous nous retrouvons donc pour le dernier conseil municipal de l'année. Aujourd'hui, jeudi 14 décembre, notre conseil municipal se réunit en public avec une séance, comme vous en avez pris l'habitude, qui est filmée et diffusée en direct sur la page Facebook de la commune, sur le site allo.com et que vous pourrez retrouver aussi désormais sur la nouvelle application d'Allo qui est à votre disposition. J'en dirai quelques mots dans quelques instants, afin de répondre, comme vous le savez, à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Avant d'entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal, je tenais à revenir sur quelques sujets d'actualité qui méritent d'être abordés en ouverture de notre séance. Tout d'abord, pour faire un point sur la programmation des fêtes de fin d'année. Comme vous le savez, nous avons procédé au lancement officiel des illuminations de Noël le 25 novembre dernier, avec un feu d'artifice et une soirée au profit du Téléthon. Nous avons souhaité décliner cette année les festivités de Noël dans nos différents noyaux villageois. Ce fut le cas au Logis Neuf le week-end du 2 et 3 décembre avec une chasse au trésor et un marché de l'Avent organisé par le groupe Saint-Éloi du Logis Neuf. Ensuite, vous avez certainement participé, en tout cas je l'espère, au grand marché du village qui a connu un succès historique ce week-end avec plus de 16 000 visiteurs en 2 jours, record battu. Donc je salue la performance de toute l'équipe, notamment de la Maison du Tourisme et de l'ensemble de la municipalité. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 16 décembre à La Punche pour de nouvelles festivités avec une chorale menée notamment par les enfants de l'école, une ferme pédagogique, la présence du Père Noël et tout un tas d'animations. Donc rendez-vous ce samedi sur la place de La Punche pour profiter de l'esprit de ces fêtes. Nous nous retrouverons aussi pour la traditionnelle descente des bergers qui aura lieu dès 18h15 le dimanche 24 décembre au soir. Nouvel horaire, vous le savez, pour que les familles puissent participer à ce bel événement traditionnel le soir de Noël. Les festivités poursuivront leur cours jusqu'en janvier avec la crèche Orsini qui se trouve toujours au Vieux-Bassin depuis la mi-novembre, au cœur du village et qui rencontre toujours un franc succès. Elle est encore magnifique cette année. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à vous y rendre le plus rapidement possible. Il ne manque peut-être qu'une chose dans la crèche de Gilbert Orsini, ce sont les santons de Plus belle la vie. Vous savez que vous pouvez retrouver les acteurs en chair et en os pour la reprise de la série qui est désormais tournée sur la place de l'hôtel de ville d'Allo à partir du 8 janvier sur TF1. Donc notre commune, sachez-le, sera tous les jours à l'écran car même le générique de la série a été tourné à Allo et vous savez qu'on en espère beaucoup de retombées indirectes pour la vitalité du village, pour nos commerçants, nos artisans, cafetiers et restaurateurs. Autre point que je souhaitais aborder en introduction de ce conseil municipal, c'est celui de ma réélection au sein du nouveau comité directeur de l'Association des maires de France, l'AMF. J'y siège avec 100 maires représentatifs de la France entière, ce qui permet de porter la voix de nos communes au niveau national pour faire remonter les problématiques de nos territoires. Fonction entièrement bénévole, elle est d'autant plus importante que les maires ne sont plus représentés au Parlement, vous le savez, en raison de la loi sur le non-cumul.
Je voulais évoquer avec vous la nouvelle application de la ville d'Allot. Elle est disponible depuis maintenant quelques semaines et rencontre un franc succès, déjà plus de 1800 téléchargements. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, n'hésitez pas à le faire. Toutes les informations de vos communes, de quoi faire des signalements s'il y a des problématiques de voirie, de déchets, de poubelles, etc., etc. Et vous retrouvez aussi toutes les coordonnées des services municipaux. Donc vraiment, je vous invite à la télécharger. Elle peut rendre des services à tous les niveaux, à l'ensemble des habitants de la commune. Et c'est disponible aussi bien sur l'Apple Store que sur Android pour être adapté à tous les téléphones. Sans plus attendre, nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour du conseil municipal avec la désignation du secrétaire de séance. Comme j'ai procédé déjà à l'appel nominal des élus, je déclare désormais la séance ouverte et je propose la désignation de Loïc Rouzot, le Benjamin de notre Assemblée, pour occuper les fonctions de secrétaire de séance, conformément à l'article L. 2121-Code du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, M. Loïc Rouzot est nommé secrétaire de séance. Première délibération de ce conseil municipal comme à l'accoutumée, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 octobre 2023. À ce titre, Mme Robineau nous a demandé une requête pour être mentionnée spécifiquement comme n'ayant pas pris part au vote d'une délibération. Et donc, vous retrouvez sur vos tables, on a pris en compte sa demande, de manière à ce qu'on fasse apparaître cette mention au CV et ce refus de prendre part au vote. Donc, c'est officiellement inscrit. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets ce procès-verbal à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Le premier volet de ce conseil municipal concerne les enjeux de sécurité. Nous allons adopter, dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, deux conventions qui vont nous être proposées par M. Patrick Ménéo. Et avant ça, je souhaitais revenir sur une réunion qui a eu lieu récemment avec la préfète de police, le procureur de la République, ici même à Allot, ainsi qu'avec M. Laurent Simon, maire de Plan-de-Cuques, et nos équipes municipales respectives, ainsi que tous les acteurs locaux, pour lutter efficacement pour la prévention de la délinquance. Nous allons renforcer les pouvoirs de cette instance en nommant 3 groupes de travail qui seront pilotés par M. Éric Napoléoni, qui est le directeur jeunesse de la municipalité. Ces 3 groupes de travail sont prévention de la délinquance et lutte contre le harcèlement, qui est un phénomène malheureusement qui se répand notamment chez les plus jeunes, la prévention des violences intrafamiliales, qui est aussi un fléau de notre société, ainsi que tous les enjeux liés au maintien de la tranquillité publique, de quelque ordre qu'il soit. Nous avons eu le sentiment avec M. Laurent Simon que nos demandes répétées de renforcement des effectifs du commissariat de Plan-de-Cuques, de police nationale, soient écoutées pour que ça vienne mieux se coordonner avec l'action quotidienne de nos polices municipales respectives. J'ose espérer que nous puissions obtenir à moyen terme ces renforts de police pour qu'on ait une vraie police secours de proximité et que nous ne dépendions pas du commissariat du 12e ou du 9e et 10e arrondissement de Marseille. En tout cas, c'est un dossier au long cours que nous continuerons à suivre de près pour assurer la sécurité de l'ensemble des habitants du canton vert. C'est une priorité absolue. Je vais laisser la parole à M. Patrick Ménéo, adjoint à la sécurité, pour nous présenter la première des 2 conventions en lien avec cette stratégie territoriale de sécurité. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, ces 2 prochaines délibérations font suite à la signature de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation. On remercie bien sûr la présence de Nicolas Besson, notre procureur, et Mme Frédérique Camilleri, la préfète de police. Ce travail, bien sûr, je remercie M. Napoléoni pour l'excellence du travail qui est apporté pour la construction, la réalisation et la finalisation de ce dossier. Donc, la première délibération concerne la VAD. Donc, il est proposé de renouveler la convention avec l'association d'aide aux victimes d'actes de délinquance, plus singulièrement appelée AVAD, et la commune de Plan-de-Cuques, donc Allot et Plan-de-Cuques. Pour rappel, cette structure effectue des permanences dans les communes afin d'apporter un soutien psychologique et social aux personnes victimes d'actes de délinquance parfois violentes. La contribution financière des communes serait fixée pour l'année 2024 à 7 000 €, soit 3 500 € pour la ville d'Allot, ce qui nous concerne. Merci pour la présentation de cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, toujours sur le même sujet et toujours présentée par notre adjoint à la sécurité. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, toujours dans la suite de ce nouveau projet, donc, dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance signée et de la radicalisation, signée entre les communes d'Allot et de Plan-de-Cuc, des permanences du Conseil départemental d'aide au droit, donc le CDAD, ont été mises en place. La convention signée pour l'année 2023 est arrivée à expiration. Il est donc proposé de procéder à la signature d'une nouvelle convention pour l'année 2024. La convention proposée consiste en la tenue de permanences mensuelles à raison de 10 permanences par an dans chacune des 2 communes sur la base d'un coût de 82,029 € par vacation. De ce fait, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la convention avec le CDAD. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous continuons dans le cadre du plan sécurité avec l'ambition de continuer à étendre notre réseau de vidéoprotection. Et nous allons formuler une double demande de subvention, comme nous le faisons très régulièrement, pour assurer une prise en charge de ce déploiement, à la fois par la préfecture ainsi que par le département. Je laisse M. Minéo nous en faire la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, le système de vidéosurveillance marche bien. On n'a pas cessé depuis 3 ans de le moderniser, d'accentuer, donc de changer des caméras, bien sûr, qui étaient obsolètes et d'autres qu'on a rajoutées dans des quartiers, voire même doubler des caméras qui étaient déjà en dôme, ce qu'on appelle, en tournante, par des caméras fixes. Donc c'est un projet qui est bien mené par l'équipe municipale et par les agents techniciens. Donc je remercie M. Berton. Donc, la municipalité souhaite poursuivre l'extension de son dispositif de vidéoprotection. Ce projet s'inscrit dans notre politique volontariste en matière de sécurité et de renforcement des forces de police municipales. Sont proposés pour l'année 2024 la mise en place de 15 caméras complémentaires et le remplacement, c'est important aussi, de 10 caméras de nouvelles technologies, portant ainsi le nombre de caméras à 179. Il ne faut pas oublier qu'on était à 80 il y a 3 ans. L'effort est assez important, il faut assez le souligner. Voilà. Il nous est demandé, donc, vous est demandé d'approuver ce projet d'extension 2024 de la vidéoprotection pour un montant de 100 000 € hors taxe et d'autoriser la municipalité à solliciter l'aide financière de l'État dans le cadre de fonds interministériels de prévention de la délinquance et de la radicalisation, FI-PDR, pour l'octroi d'une subvention de 40 000 €. Parfait. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, honorables collègues, avant toute chose, puisque c'est la dernière délibération de l'année, permettez-moi de vous souhaiter un bon boudin, de passer de bonnes fêtes de Noël. Et à l'an Kevin, comme on dit en provençal, que se siam pas maille, que si game pas mince. Je voulais, au sujet de cette délibération, dire que nous allons la voter, bien évidemment. Qui pourrait douter que nous ne voterions pas une délibération qui pourrait apporter un plus dans la sécurité de nos administrés? Nous serions même prêts à voter pour avoir plus de policiers municipaux dans notre commune. Et monsieur le maire, moi-même, en tant que député, j'ai des contacts avec la préfète de police et avec le gouvernement pour essayer d'améliorer ou d'augmenter les effectifs de police de la police à Plan-de-Cuc. Et effectivement, si vous voulez que nous joignions nos efforts à ce sujet, moi je suis preneur, il n'y a pas de problème. J'aurais aimé profiter de cette délibération pour demander à M. Minéo s'il pouvait nous faire un état des lieux et nous faire un rapport sur l'évolution de la délinquance sur Allot depuis que nous avons éteint les feux de la voirie publique le soir, la nuit, tout simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Merci pour votre soutien effectivement, si vous pouvez être relais aussi à votre niveau, solliciter, comme on l'a fait avec Laurent Simon, Madame la préfète de police, qui a envoyé un signal en venant à Allot, il y a de ça une dizaine de jours dans le cadre de la réunion que je citais, en présence de Patrick Minéo et d'un certain nombre d'acteurs autour de cette table. Si effectivement vous pouvez relayer aussi auprès du ministre de l'Intérieur, qui connaît quelques difficultés à l'heure où nous nous parlons concernant le projet de loi immigration, compte tenu de ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée. Mais justement, il faut peut-être profiter pour réclamer ces renforts
à la police nationale de Plan de Cuques, en complément des polices municipales d'Allo et de Plan de Cuques. Voilà, tous ceux qui s'investiront dans ce dossier, toutes les aides seront les bienvenues, en espérant que nous puissions obtenir ces renforts et avoir une vraie police secours de la police nationale en proximité dans un horizon le plus court possible. Concernant votre demande sur, c'est même plus une expérimentation, hein, c'est désormais en vigueur. Vous savez qu'on avait mis en place un plan de sobriété énergétique que nous avions validé l'année dernière en conseil municipal, avec lequel nous avions travaillé à son élaboration avec les conseils de quartier, n'est-ce pas, M. Christian Larco, qui avait aussi validé les principes. Nous surveillons naturellement, voie par voie, les niveaux de délinquance ou les méfaits qui peuvent nous être rapportés. On sait les fléaux qui concernent la ville d'Allo comme l'ensemble de notre secteur. Malheureusement, les cambriolages, les vols et les dégradations de véhicules sont les premiers d'entre eux. Nous n'avons noté aucune hausse de délinquance dans les voies secondaires qui sont éteintes dans le cadre de ce plan de sobriété énergétique. Et c'est même l'inverse qui s'est passé. On a un peu moins de faits signalés dans les voies éteintes. Et c'est quelque chose qui se vérifie à Allo et qui se vérifie aussi dans d'autres communes par ailleurs à travers la France. C'est un phénomène qui est connu des forces de l'ordre. C'est qu'effectivement, quand certaines voies sont plongées dans le noir, même si nous-mêmes, on est un peu gênés par cette obscurité, les gens qui voudraient commettre des méfaits sont plus facilement repérables parce qu'ils auraient à allumer eux-mêmes une lampe torche, etc. Et du coup, ça déplace la délinquance. Donc, il n'y a pas plus de faits de délinquance dans les voies éteintes que sur le reste de la commune. Les chiffres de la délinquance sont même plutôt bons à l'échelle de notre territoire. Je parle à l'eau Plan de Cuques parce qu'on réfléchit à la hauteur de l'ensemble de notre canton vert. Et comme l'a souligné avec un peu de malice Madame la préfète de police, quand elle est venue nous voir il y a 10 jours, elle nous a dit « Vous nous réclamez des renforts de police, c'est légitime. » Mais elle nous a dit « Sachez que quand on regarde les chiffres, il y a 3 fois moins de faits de délinquance à Allo et à Plan de Cuques que dans le secteur le plus calme de Marseille. » Et elle me dit donc comprenez-moi que quand je bénéficie de renforts de police nationale, je les oriente vers Marseille. Alors on peut la comprendre, mais moi je veux aussi que la sécurité quotidienne des Allodiens et des Plans de Cuquois ne soit pas assurée uniquement par notre police municipale, et on est en droit d'attendre de l'État des moyens en adéquation avec le nombre d'habitants de notre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Toujours sur le même volet, on demande une subvention donc au département des Bouches-du-Rhône. Oui, monsieur le maire, absolument. Donc, il s'agit de la même opération que vous venez d'approuver et de solliciter cette fois-ci le conseil départemental pour l'octroi d'une subvention de 40 000 €. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez noté, on est au maximum de ce qu'on peut demander en termes de subvention. Un investissement de 100 000 € et 80 000 € pris en charge à la fois par l'État et par le département. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au second volet de ce conseil municipal qui concerne la vie associative avec l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association de jumelage Kadima Soran, vous savez, la ville israélienne avec laquelle nous sommes jumelés. Quand nous étions réunis en octobre dernier, nous avions voté une motion pour soutenir nos amis israéliens dans les difficultés qu'ils peuvent traverser aujourd'hui. Nous avions eu en vidéo un témoignage poignant de Joël Mizrahi qui se trouvait alors sur place. Nous avons la chance de l'avoir avec nous ce soir malgré tous les événements qui peuvent se passer sur site. Et au-delà des mots, il me semblait important qu'on puisse accentuer notre soutien à travers une subvention à l'association de jumelage pour renforcer effectivement nos actions en faveur de notre ville jumelle qui se trouve en Israël. Et donc pour faire face aux conséquences que les habitants subissent dans ce terrible conflit, je soumets à votre approbation le vote d'une subvention exceptionnelle de 5 000 € au bénéfice du comité de jumelage de Kadima Soran. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole à ce sujet? Oui, Monsieur Gonzalez. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Évidemment, nous allons voter cette délibération. 5 000 €, c'est un chiffre assez important, mais c'est dérisoire au vu du désastre qui a touché le peuple d'Israël. Mais c'est purement symbolique pour qu'ils sachent que nous les soutenons. Moi qui ai pu voir certains documents confidentiels, je peux vous assurer que c'était vraiment une attaque de terroristes. Israël, qui souffre depuis des siècles et des millénaires de pogroms, disons-le, a subi cette fois-ci quelque chose à laquelle personne ne s'attendait plus. Nous pensions que c'était révolu et il faut absolument soutenir ce peuple et lui donner le droit
à assurer sa sécurité en Israël. Alors nous avons tous été touchés, bien évidemment, et nous pouvons être touchés par ces plus de 1200 morts qui ont été suppliciés en Israël. Nous pouvons être touchés aussi pourquoi pas, par les morts en Palestine, puisque nous savons que le Hamas prend la population comme bouclier, et il y a beaucoup de morts dans les dommages collatéraux, et nous sommes sensibles aussi à ces morts-là, et en particulier aux enfants. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que nous pouvons dire à nos administrés français juifs à Allô d'être très prudents parce que le danger est là, menaçant, et il faut absolument qu'ils fassent attention. Nous sommes tous là pour les soutenir, et cette délibération vient en soutien au peuple d'Israël. Voilà. Merci bien, merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Dans la même dynamique, j'ose dire, je soumets à votre approbation une subvention exceptionnelle pour l'association Azad, pour nos amis arméniens. Vous savez que symboliquement, nous avions affiché à côté du drapeau français, le drapeau arménien et israélien. Nous avions adopté au sein de ce conseil municipal en 2020 et en 2022 à l'unanimité une résolution de soutien là aussi pour que l'Arménie se retrouve en paix alors qu'elle était agressée par son voisin l'Azerbaïdjan. L'association Azad, qui réunit la communauté arménienne d'Allô, a sollicité la commune pour une aide financière qui lui permettrait d'apporter une aide matérielle et qui contribuerait à faire face aux nombreuses conséquences que subissent les habitants dans la région. Ainsi, de la même manière, je vous propose qu'on puisse accorder une subvention exceptionnelle de 5 000 € au bénéfice de l'association Azad. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Monsieur Gonzalez, nous vous écoutons. Oui, je vous remercie. Dans le même ordre d'idées, tout d'abord, féliciter Mme Carvin pour son implication à la défense du peuple arménien, et dire que c'est aussi symbolique, bien entendu, parce que nous soutenons ce peuple dans les difficultés qu'il vient de subir, et en particulier la dernière attaque des Azerbaïdjanais qui a précipité plus de 120 000 Arméniens, qui les a expatriés de leur pays et qui sont maintenant en grande difficulté en Arménie. Voilà, alors donc nous allons voter cette subvention, bien évidemment, en soulignant tout de même que nous avons un certain point de satisfaction, puisque nous apprenons à l'instant, aujourd'hui, qu'il y a eu 32 prisonniers arméniens libérés, contre 2 prisonniers azerbaïdjanais qui ont été libérés. Mais malheureusement, il reste encore des prisonniers, et en particulier, il reste des prisonniers, les politiques, qui, ceux-là, ne sont pas prêts de revoir la liberté. Voilà. Merci. Merci pour votre intervention. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours dans le volet vie associative, il s'agit d'un bilan qui va être fait par Mme Marie-Christine Cianarella, qui a piloté et coordonné l'ensemble de l'opération de solidarité autour d'Octobre Rose, la lutte contre le cancer et plus particulièrement contre le cancer du sein, avec une subvention dans ce cadre-là qui est accordée à l'association Tâtez-vous. Mme Cianarella va nous présenter cette délibération. Merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Donc, tout au long du mois d'octobre, et dans le cadre d'Octobre Rose, la ville s'est engagée pour la recherche contre le cancer, et nous nous sommes mobilisés sur 20 événements cette année. Il faut que je vous dise que chaque édition est inédite, et cette année, nous avons pu avoir deux opérations particulièrement emblématiques. C'est la venue du professeur Borg, qui est le patron du Centre de recherche des cancers de Marseille, mais aussi une collaboration avec le proviseur et l'équipe pédagogique du lycée, en collaboration avec Stéphanie de Koning, voilà, qui a marqué une étape encore décisive sur cette information aux jeunes. Je remercie Monsieur le maire, notre marraine Ziz, les élus, les services municipaux, les institutions, les associations partenaires, les associations sportives et culturelles, les commerçants, les entreprises, l'hôpital et les professionnels de santé qui nous ont permis d'obtenir un don de 9 000 €. Ainsi, la ville d'Allô, en partenariat avec l'association Tâtez-vous, a organisé de nombreuses opérations de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. Cette association et ses bénévoles sont particulièrement investis à nos côtés. C'est pour cela qu'il est proposé à l'Assemblée
d'accorder à cette association une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Merci Madame Cianarella, merci à tous les acteurs de cette belle opération de solidarité qui se renforce d'année en année. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Non, si ce n'est pas le cas. Et donc une partie de ces 9 000 € ira directement, naturellement, à la recherche contre le cancer et sera formulé ce don auprès de l'IPC. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne les avances sur les subventions 2024 en faveur de la Caisse des écoles et du CCAS. Et je laisse le soin à notre adjoint aux finances, M. Jean Tomaselli, nous en faire la présentation. Oui, donc merci Monsieur le maire. Afin de permettre aux établissements publics de la commune de poursuivre leur activité dans l'attente de la décision d'attribution générale des subventions, il convient de leur allouer une avance de dotation de subvention à percevoir en 2024. Ces avances seront rattachées bien sûr à l'exercice 2024. Ainsi, il est proposé d'attribuer à la Caisse des écoles une subvention de 100 000 € et au Centre communal d'action sociale une subvention de 200 000 €. Cette avance sera déduite de la dotation annuelle 2024 qui sera déterminée à l'occasion du budget. Merci, M. Tomaselli, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons toujours dans la vie associative. La parole à M. Anthony Paget concernant une convention mise en place entre la ville et le groupe Saint-Éloi Allodien qui fait vivre nos traditions au cœur du village. Et donc, M. Paget va nous présenter cette convention. Merci, Monsieur le maire. Le groupe Saint-Éloi Allodien fait connaître à la municipalité sa volonté de prendre en charge l'organisation de plusieurs animations lors des fêtes traditionnelles qui rythment la vie de la commune, la marche des rois, la cavalcade, la fête de l'âne. Il est proposé de soutenir sous forme de subvention ces initiatives par la signature d'une convention d'objectifs pluriannuels d'une durée de 4 ans. Je rappelle qu'on avait pris le même type de convention avec le comité des fêtes en début de mandat. Et ces conventions traduisent aussi quelque part un engagement politique que nous avions pris, celui de rendre à nos associations l'organisation des manifestations traditionnelles. Et je crois, au vu du succès que ces manifestations connaissent depuis 2020, nous ne pouvons que nous en réjouir. Tout à fait, donc ça permet de sécuriser ces associations, de pouvoir travailler sur le long terme avec le soutien garanti de la municipalité, et donc ça permet nous aussi de budgéter ces sommes, et donc tout le monde est gagnant dans le cadre de ces conventions d'objectifs pluriannuels. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir le volet éducation, petite enfance. Vous savez que nous travaillons à la construction du 7e groupe scolaire qui sera accompagné d'un centre aéré pour l'avenir des enfants de la commune d'Allot. Et à ce titre, il nous faut adopter un programme de construction et fixer l'estimation financière de la réalisation de ce nouveau groupe scolaire, sachant qu'on poursuit la belle ambition à ce qu'il soit exemplaire, notamment sur le plan de sa végétalisation et sur le plan environnemental au bénéfice de nos enfants. Je laisse le soin à M. Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme et aux grands travaux, nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Alors, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux de vous présenter ce rapport. Il fait suite, s'agissant de ce groupe scolaire, il fait suite à l'achat de ce terrain 6 aux embus et il fixe l'adoption, plus exactement, du programme de construction et de l'estimation financière. Donc, dans le cadre de la création de ce nouveau groupe scolaire, le 7e, je le rappelle, sur Allot, et d'un centre aéré aux embus, il est proposé d'approuver le programme de construction et l'estimation financière du projet. Cet équipement serait composé d'un groupe scolaire de 10 classes, 4 maternelles et 6 élémentaires, d'un centre aéré d'une capacité d'accueil de 300 enfants, répartis en 2 tranches d'âge, 3-5 ans, 6-10 ans, ainsi que d'espaces mutualisés intérieurs et extérieurs pour les 2 entités. Cet équipement permettrait de faire face à la demande des familles dans le cas de nouvelles inscriptions, mais également de revoir les affectations par secteur. Cet équipement permettrait également le déménagement du centre aéré actuellement situé au Gonag
ainsi que l'augmentation du nombre d'enfants pouvant être accueillis. Enfin, il est proposé de donner au projet, et le maire vient de le rappeler, une forte valeur environnementale, tant dans la conception du bâti que dans la gestion de l'énergie et de l'eau. La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux est aujourd'hui estimée à 7 millions d'euros hors taxes. Le coût total de cette opération est estimé à 9,5 millions hors taxes, soit 11 400 000 euros TTC. Merci, Monsieur Patrick Sabatier, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole à ce sujet? Oui, Madame Robineau. Bien sûr que nous nous réjouissons de cet investissement qui va permettre à nos petits Allaudiens d'étudier en toute quiétude dans un contexte aujourd'hui où on a des écoles qui sont à saturation. Donc, bien sûr, je vote des deux mains pour cet investissement. Merci. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours sur le volet lié à ce groupe scolaire, on va vous soumettre une nouvelle délibération pour l'organisation du concours de maîtrise d'œuvre pour la réalisation donc, de cette nouvelle école avec son centre aéré. Monsieur Tomaselli, adjoint aux finances, nous en fait la présentation. Oui, monsieur le maire, effectivement, dans la continuité de la délibération qui vient d'être présentée par Patrick Sabatier, donc la construction d'un groupe scolaire et d'un centre aéré nécessite donc le lancement d'un concours pour le choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la réalisation du projet. Après un appel public à candidature, 3 candidats seraient admis à participer au concours et invités à remettre les prestations exigées par le règlement de concours, soit une esquisse de leur projet accompagnée d'un chiffrage estimatif. Un jury serait appelé à formuler un avis motivé sur les candidatures, première phase, et sur les projets des candidats admis en deuxième phase. Conformément au code de la commande publique, le jury sera composé des membres élus de la CAO, dans la commission d'appel d'offres, et un tiers du jury doit posséder la qualification professionnelle exigée pour participer au concours. Les 3 équipes de concepteurs ayant remis des prestations conformes au règlement de concours, donc percevaient une prime de 30 800 euros hors taxe, soit 36 960 euros TTC, correspondant à 80% du montant estimé de l'esquisse. Une réfaction partielle ou totale pourrait être opérée sur proposition motivée du jury. L'indemnité versée au lauréat constituerait une avance sur ses honoraires. Le concours serait suivi d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable en vue de l'attribution par Monsieur le maire d'un marché public de maîtrise d'œuvre au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, après un avis motivé du jury sur les prestations des candidats. Ainsi, je vous propose d'approuver la technique de concours restreint sur esquisse au regard de la nature du projet, de son montant pour retenir l'équipe de maîtrise d'œuvre en charge du projet. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Donc ça va nous permettre de continuer à avancer concrètement dans ce dossier. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet petite enfance avec le soutien au fonctionnement des crèches communales. Là aussi, nous sollicitons une subvention auprès du département des Bouches-du-Rhône. Et c'est Madame Marie-Claude Allary, élue à la petite enfance, qui va nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, nous sollicitons le département pour nos 2 crèches municipales, les Pitchouns, d'une capacité de 70 berceaux, les Petits Princes, d'une capacité de 45 berceaux, pour un montant, une subvention, qui peut atteindre 25 300 euros. Merci beaucoup pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Sur le même volet, alors là, il ne s'agit pas des crèches municipales, mais de la crèche associative qui se trouve à la Punche, la crèche Les Angelots. Et conformément à nos accords et à la bonne organisation et à la bonne prise en charge de nos enfants de 0 à 3 ans, nous votons, comme c'est le cas chaque année, notre subvention de fonctionnement au titre de l'année 2024. Madame Allary. Oui, le montant prévisionnel de cette subvention s'élève à 167 792 euros 52 centimes. Elle est versée trimestriellement sur présentation d'une demande des crèches du Sud, accompagnée
des justificatifs. Il est proposé d'autoriser la signature de cette convention. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne l'approbation de la convention d'objectifs et de financement relative à la mission de pilotage de territoire par le chargé de coopération, la convention territoriale globale. Ça vous paraît peut-être un peu obscur, mais on fait confiance à M. Jean Tomaselli, notre adjoint aux finances, pour nous expliciter tout ça. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il est rappelé à l'Assemblée que les communes d'Allô, Plan de Cuques et la CAF se sont associées au travers de la signature d'une convention territoriale globale pour la période de 2022 à 2026. La CTG, la Convention territoriale globale, permet d'associer l'ensemble des partenaires locaux à la définition du projet social du territoire et à l'organisation concrète de l'offre de services en direction des familles. Le pilotage du plan d'action de la CTG revêtant un caractère décisif, la commune s'est engagée à déployer un poste de coordination sur l'animation de la démarche CTG, poste qui permettra donc de piloter, je dirais, d'articuler les actions co-construites entre la CAF et la municipalité. Les caisses d'allocation familiale soutiennent le développement et le fonctionnement des postes de chargés de coopération à travers le versement d'une subvention dite pilotage du projet de territoire chargé de coopération CTG. À titre d'information, le financement des postes des chargés de coopération CTG s'élève pour l'année de référence de la présente convention à 22 864 € et 85 centimes pour un ETP, donc équivalent temps plein. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la démarche partenariale de convention d'objectifs et de financement portant sur le pilotage du projet de territoire par un chargé de coopération entre la commune d'Allô et la caisse d'allocation familiale. Je voulais simplement rajouter également que cette CTG nous a permis sur l'année quand même d'obtenir plus d'1 million d'euros de subventions qu'il faut signaler. C'est la subvention la plus importante qu'on ait pu obtenir avec la CAF et historiquement je dirais. Et ensuite ça nous a permis aussi de déployer sur notre territoire le RPE, donc le relais petite enfance qui va s'ouvrir en janvier et qui sera adossé au guichet famille ainsi que le guichet unique handicap. Voilà, donc c'est une convention qui est des plus bénéfiques pour la commune que vous avez pu signer. Voilà, qui a des conséquences concrètes au bénéfice de l'ensemble des habitants d'Allô et de Plan de Cuques, parce que cette CTG est commune effectivement à nos deux villes et au-delà donc du financement du poste là, qui fait l'objet de cette délibération, comme cela a été dit par M. Tomaselli, nous ouvrirons un relais petite enfance à côté du guichet famille au logis neuf à partir du mois de janvier, qui permettra d'accueillir tous les professionnels de la petite enfance, le réseau d'assistantes maternelles de la commune, leur faire bénéficier d'activités dans les différents noyaux villageois d'Allô. Et au-delà de ça, comme cela a été aussi rappelé par M. Tomaselli, on accueillera très bientôt, la phase de recrutement est en cours, un poste entièrement financé là aussi par la CAF, qui fera référence sur toutes les questions liées au handicap sur la commune et qui sera donc basé directement auprès de notre CCAS, sachant que c'est un dossier qui est piloté par Mme Chianarella en coordination naturelle avec Mme de Ranieri. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet ? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet environnement avec deux délibérations. La première pour anticiper déjà la surveillance des massifs forestiers l'été prochain en demandant une subvention auprès de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur pour nos gardes régionaux forestiers. Et je laisse le soin à Mme Isabelle Lévy-Fanucci de présenter le rapport en lieu et place de M. Frédéric Plat. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La municipalité envisage le recrutement d'agents pour renforcer les capacités de la commune en matière d'information, de sensibilisation, de surveillance risque incendie aux abords des massifs forestiers. Le conseil régional, dans le cadre du dispositif garde régionale forestière, pourrait assurer le recrutement, la formation, l'équipement du personnel affecté à la surveillance des massifs forestiers qui sera fixé au nombre de 10 agents. Il serait affecté à cette mission du 1er juillet au 31 août 2024. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser la municipalité à solliciter auprès du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur une subvention à hauteur de 80% du montant de cette opération. Merci Isabelle Lévy pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, nous soumettons cette délibération à vos voix. Qui est pour ? Qui
Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Toujours dans le volet environnement, là aussi on sollicite l'aide de la région pour l'acquisition d'un véhicule 4x4 porteur d'eau pour mieux mailler et mieux assurer la surveillance de nos massifs forestiers, notamment durant toute la période estivale. Là aussi, Madame Isabelle Lévy-Fanucci nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre des actions de prévention et de surveillance effectuées par les agents du service protection des collines, également des membres du comité feu et forêt, le CCFF, il serait opportun que la commune fasse l'acquisition d'un véhicule 4x4 porteur d'eau pour un montant de 72 500 hors taxes, soit 87 000 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser la municipalité à solliciter auprès de la région une subvention à hauteur de 50% du montant hors taxe du coût d'acquisition dans la limite de 72 500 €, soit 36 250 €, plafonné à 35 000 €. Merci pour cette présentation, c'était très précis. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, celui des sports, sous l'angle des travaux de proximité à réaliser, notamment au sein de notre gymnase Jacques Gaillard à Piédautry. Et c'est M. Christian Lartaud, notre adjoint au service technique, qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. Il est envisagé de procéder à la réfection du plafond et des murs intérieurs du gymnase Jacques Gaillard à Piédautry, qui se sont détériorés avec le temps. Le montant estimé de ces travaux est de 85 000 € hors taxe. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser la municipalité à solliciter l'aide financière du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour cette opération au titre du dispositif des travaux de proximité, à hauteur de 70% du coût hors taxe dans la limite de 85 000 € hors taxe de travaux, soit une subvention maximale de 59 500 €. Il faut savoir qu'on a déjà voté une subvention pour la réfection des sols de ce gymnase Jacques Gaillard. Donc, pour l'année 2024, il est prévu de refaire la totalité, sol, plafond et mur. Merci pour ces précisions, Christian. Un projet validé par notre élue au sport, Madame Émilie Partouche. Et maintenant, je le soumets à l'approbation de l'ensemble de l'Assemblée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet jeunesse avec l'organisation de formation BAFA. Et on noue pour ça une convention avec AFOCAL, une association de formation bien connue. Madame Chex, adjointe à la jeunesse, nous fait la présentation de ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc il s'agit pour cette année 2024 de renouveler la convention avec l'association AFOCAL, avec qui nous travaillons depuis des années, pour l'organisation du BAFA. Je souligne qu'on en manque cruellement d'animateurs, donc nous avons tout intérêt à essayer, à pousser les jeunes à se former pour qu'ensuite ils viennent travailler et s'occuper des plus jeunes. Donc ces sessions auraient pour objectif de former les animateurs au service de l'épanouissement des enfants et des jeunes, par groupe pouvant aller jusqu'à 30 stagiaires maximum par session. La commune mettra à disposition à titre gracieux des locaux municipaux pour ces sessions, ainsi que la prise en charge des repas des stagiaires et des formateurs. En contrepartie, l'association proposerait des formations à des tarifs préférentiels pour les titulaires de la carte jeune d'Allo, soit 290 € par personne pour la formation générale au lieu de 430 €, et de 200 € par personne pour la formation d'approfondissement au lieu de 372 €. Je voudrais préciser que maintenant, en 2024, nous ne participerons plus à la formation d'approfondissement comme nous le faisions les années antérieures pour les jeunes allodiens, puisque la CAF maintenant prend en charge à 100% cette formation sans ressources, donc sans se fier aux ressources. Donc c'est pour tous les jeunes que la CAF remboursera cette partie. Merci pour cette précision. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet culture, avec là aussi la signature d'une double convention avec le lycée Monte Cristo pour un partenariat avec notre bibliothèque municipale, ainsi que pour la même chose avec le collège Yves Montand de la commune. Je laisse le soin à Jacqueline Fabre, l'élu en charge de la culture, nous en faire la présentation. Merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, ces conventions de partenariat, que ce soit que le lycée Monte Cristo ou le collège Yves Montand, souhaitent travailler de façon complémentaire à la conduite d'une politique jeunesse sur le territoire. Ce partenariat se veut dans l'intérêt bien sûr des publics adolescents et préadolescents. Il porte sur les volets éducatifs et culturels de la politique locale avec l'implication du service culture et de la bibliothèque municipale. Alors la première, donc, dans le cadre de cette mission éducative, ça concerne les 3U. Il faut que je dise un petit mot ce que c'est que ces 3U. Vous savez que nous sommes actuellement en pleine 3e édition du concours de nouvelles Marcel Pagnol. Il a été lancé le 12 septembre et il est clos depuis avant-hier, 12 décembre. Et nous avons donc reçu, sans pouvoir trahir un secret, un très grand nombre de nouvelles. Encore cette année, nous avons encore dépassé le nombre de l'année dernière. Et vont se rajouter donc les écritures des élèves du lycée Monte Cristo de ces 3U. Pourquoi 3U? Unité de temps, unité de lieu, unité d'action, qui vont être écrits donc courant janvier avec le président Delmel Kouli qui va faire écrire, on espère, un maximum d'élèves de façon sur à peu près 2 heures sur un temps réel et on se sera corrigé dans la foulée. Donc l'opération des 3U consistait en une séance d'écriture de 2 heures pour les élèves volontaires sous la direction de Daniel Picouli et reconduite dans le cadre du concours national de nouvelle édition 2023-2024. Les conditions d'organisation des différentes interventions seront à décider conjointement avec le responsable de l'établissement et les enseignants responsables des classes concernées. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver le principe de convention de partenariat avec le lycée d'Allo pour l'année scolaire 2023-2024. Merci Jacqueline Fabre pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Et donc nous passons à la seconde convention là, avec le collège Yves Montand. Voilà, donc ce sont encore des missions éducatives. Là, il s'agit du livre jeunesse qui est fait bien sûr pour inciter les enfants, notamment de CM2 et de 6e à la lecture. Donc plusieurs projets sont reconduits. Le prix du livre jeunesse d'Allo avec les CM2 et les 6e. Les objectifs de ce prix sont de développer une lecture plaisir et pour les CM2 de découvrir le collège à travers les échanges avec des collégiens. Les mêmes livres sont lus et étudiés par les élèves qui se rencontreront donc après par la suite au collège pour s'affronter autour d'un questionnaire de lecture au sein d'équipes qui mêlent les classes de plusieurs niveaux. Au final, le livre ayant recueilli la préférence du plus grand nombre sera mis à l'honneur. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver le principe de convention avec le collège, de partenariat avec le collège Yves Montand pour l'année scolaire 2023-2024. Parfait, merci beaucoup Madame Fabre. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je la soumets immédiatement à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération suivante, toujours sur le volet culture, avec le développement du fonds documentaire de la médiathèque et une demande de subvention donc auprès de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, ainsi que de la région Sud. Jacqueline Fabre. Oui, alors ce fonds documentaire, c'est le renouvellement donc dans la perspective d'ouverture de la nouvelle médiathèque. Donc ça concerne notamment les livres audio, les DVD, les jeux vidéo, etc. Donc afin de dimensionner le fonds documentaire en cohérence avec les nouveaux espaces de la future médiathèque, l'Assemblée délibérante avait opté à l'unanimité le plan de développement des collections 2023-2025, donc ça se fera sur 2 ans, pour un montant total d'acquisition de 100 000 € hors taxe pour l'année 2023. Donc là, on est en train de s'occuper de la deuxième tranche. Alors, on sollicite donc à nouveau la DRAC, PACA, à hauteur de 50% hors taxe pour la tranche de 2024, dans la limite de 100 000 € hors taxe, soit une subvention maximale de 50 000 €. On sollicite aussi la région à hauteur de 5% du coût hors taxe pour 2024, dans la limite de 100 000 €, soit une subvention maximum de 5 000 €. Merci beaucoup. Ça nous permet là aussi d'optimiser les aides financières auxquelles on peut prétendre dans la perspective de l'ouverture de cette future médiathèque-bibliothèque qui trouvera sa place, comme vous le savez, au rez-de-chaussée de l'usine électrique, sachant que nous espérons pouvoir l'inaugurer en septembre prochain au moment de la future rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons désormais au volet emploi, avec une délibération sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail au titre de l'année 2024. Je laisse le soin à Serge Bénica, adjoint à l'économie locale, de nous faire la présentation de ce rapport. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir. Et messieurs, dames aussi. Il est proposé à l'Assemblée enfin de favoriser les ouvertures en période de fête et manifestations des noyaux villageois et de déroger au repos dominical 12 dimanches pour l'année 2024. Le dimanche 7 janvier 2024, fête de la Saint-Clair. Dimanche 31 mars 2024, dimanche de Pâques. Dimanche 07 avril 2024, fête des fleurs. Dimanche 30 juin 2024, cavalcade. Dimanche 14 juillet 2024, la fête nationale. Dimanche 11 août 2024, la fête de la Saint-Laurent. Dimanche 15 septembre 2024, journée européenne du patrimoine. Dimanche 24 novembre 2024, fête de l'âne. Dimanche 8 décembre 2024, marché de Noël. Dimanche 15 décembre 2024, dimanche 22 décembre 2024 et dimanche 29 décembre 2024. Voilà, pour toute la période des fins d'année, pour que nos commerçants puissent travailler au mieux qu'ils peuvent à une période cruciale pour leur chiffre d'affaires. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne une convention de partenariat entre notre commune et l'agence Pôle emploi de Marseille-Château-Gombert dont nous dépendons. Monsieur Serge Bénica nous en fait la présentation. Je vous remercie, monsieur le maire. En quelques mots, en introduction de ces deux délibérations pour rappeler que la ville d'Allot s'engage activement dans la promotion de l'emploi durable et le soutien aux demandeurs d'emploi. La convention de partenariat avec le Pôle emploi témoigne d'une volonté de collaboration pour répondre aux besoins spécifiques de la commune en matière de recrutement et d'insertion professionnelle. Le PLI, plan local d'insertion et l'emploi, joue un rôle essentiel en offrant un parcours adapté aux personnes éloignées de l'emploi, en mobilisant diverses ressources telles que l'orientation, l'évaluation, la formation et la prospection vers de l'emploi durable. Le PLI contribue à renforcer des chances de succès et de demandeurs d'emploi. Les permanences organisées 2 fois par semaine offrent un espace d'échange et de suivi pour les participants, en renforçant ainsi l'efficacité du programme. De plus, la présence de la mission locale avec ces 3 pôles de compétences, formation, orientation et vie sociale et emploi, permet un accompagnement complet et personnalisé des jeunes de 16 à 25 ans. Les 70 rendez-vous depuis le début de l'année indiquent une demande importante de soutien et cela souligne l'importance d'une telle initiative dans la communauté. L'intervention de ce service semble avoir eu un impact positif sur l'emploi, en aidant 70 demandeurs d'emploi à intégrer des postes en CDD, CDI ou formation 2022. Ces actions locales sont essentielles pour renforcer le tissu social et économique et les efforts conjoints. Entre la ville d'Allot, le Pôle emploi, le PLI et la mission locale contribuent de manière significative à la proposition de l'emploi durable et l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des jeunes. Pour la présente délibération, il est proposé de renouveler pour l'année 2024 la convention de partenariat avec l'Agence pour l'emploi de Marseille-Château-Gombert, afin de permettre aux demandeurs d'emploi de la commune de trouver une information et un service qui permet premier niveau à la maison de l'emploi. Merci Monsieur Serge Bénica pour cette présentation complète. On a compris les enjeux de cette convention qui peut revêtir un aspect important. Heureusement, le marché de l'emploi se porte bien. Le taux de personnes inemployées est relativement faible en cette période, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut relancer nos efforts. Je sais la Maison de l'Emploi mobilisée et je profite de cette délibération aussi pour saluer l'arrivée de notre nouveau directeur à l'économie locale et à la promotion culturelle et touristique de la commune, Monsieur Tessèdre, qui est ici au premier rang. Voilà, merci Monsieur Tessèdre. Et donc, il va prendre en charge l'ensemble de ces dossiers et son poste sera basé au sein de l'usine électrique une fois que celui-ci aura retrouvé,
sera ouvert et inauguré à la fin des travaux. Donc si tout va bien, comme on l'a dit, d'ici le mois de septembre prochain. Et on fera rentrer en résonance tous les services municipaux qui se trouveront au sein de ce pôle culturel pour essayer de revitaliser notre village. Voilà, c'est un de nos objectifs que nous poursuivons depuis 2020. Et il aura naturellement aussi la responsabilité de l'activité, de l'attractivité commerciale de l'ensemble des noyaux villageois. Donc il est le nouveau référent des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise. Et M. Frédéric Gigné, qui était chargé de ses prérogatives jusqu'alors, s'occupe désormais plus particulièrement sous sa responsabilité de la maison de l'emploi et de tout ce qui a trait au tournage, au cinéma, sachant que notamment avec Plus belle la vie, la charge de travail à ce niveau-là augmente considérablement. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours sur le même volet, M. Serge Bennica nous présente le renouvellement de la convention entre notre commune et l'association Mission Locale de Marseille, dont nous dépendons. Merci, Monsieur le maire. Il est donc proposé de reconduire la convention de collaboration avec l'association Mission Locale de Marseille, afin d'assurer le suivi des dossiers des jeunes demandeurs d'emploi à l'Audien. La Mission Locale de Marseille disposera d'un local situé à la Maison de l'Emploi pour 2 demi-journées par mois, à savoir le jeudi matin, tous les 15 jours. Le coût de la prestation d'une durée d'1 an, effectuée par la Mission Locale, serait de 3 600 € TTC. Merci pour ces éléments. Je la soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération suivante, la convention de partenariat entre la commune d'Allot et une association qui, là aussi, favorise le retour à l'emploi. Je laisse le soin à Madame Marie-France Rosti de nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit d'approuver une convention de partenariat avec l'association GEDAI pour l'année 2024. L'association GEDAI a notamment pour objet la mise en œuvre de l'action accompagnement à l'emploi auprès des administrés, dans le cadre du PLI, qui est le plan local de l'insertion et de l'emploi, prioritairement issu du territoire d'Allot, de plan de CUC du 13e arrondissement de Marseille, dans le cadre d'une opération financée par le Fonds social européen. L'association GEDAI a sollicité la commune pour la mise à disposition des locaux pour 4 demi-journées par semaine, ce qui lui permettrait de recevoir les demandeurs d'emploi allodiens dont cet organisme a la charge. Merci beaucoup. Que la force soit avec eux. Et nous allons soumettre cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet logement avec une série de conventions pour se conformer aux nouveaux objectifs de la loi Elan en matière de logement social. Et donc nous contractualisons de nouvelles conventions avec l'ensemble des bailleurs qui interviennent sur le territoire communal. Je laisse le soin à Marie-Christine Cianarella, adjointe à la santé et qui dirige notamment le CCAS, de nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Je souhaite tout d'abord souligner la mobilisation totale de la municipalité sur le volet logement social et remercier tout particulièrement l'engagement de notre CCAS de vous assurer de notre volonté à entretenir dans l'intérêt de nos administrés les meilleures relations avec les bailleurs sociaux. Les élus sont pleinement impliqués dans l'intérêt de ceux qui ont le plus besoin lors de chaque commission d'attribution. Nous n'y dérogerons pas dans le cadre des nouvelles modalités que je vais vous détailler. En effet, la loi Elan est venue modifier les modalités de gestion des droits de réservation des logements locatifs sociaux en flux annuel par les réservataires. L'objectif du passage à la gestion en flux est d'assurer davantage de fluidité dans le parc social, de mieux répondre aux demandes de logement dans leur diversité, en élargissant les possibilités de réponse à chaque demande. C'est aussi un levier qui est là pour renforcer l'égalité des chances en permettant plus de mixité sociale sur nos territoires. La Convention vise à mettre en œuvre une gestion mutualisée des flux d'attribution en privilégiant une logique de public à une logique de filière, dans la mesure où les logements ne sont plus affiliés à un réservataire donné. La présente convention prévoit les modalités de mise en œuvre des droits de réservation du réservataire et je vous propose d'approuver la dite convention avec je vais énumérer nos bailleurs sociaux et là cette délibération concerne
la société d'HLM Erilia. Merci beaucoup Marie-Christine Cianarella pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Oui, Monsieur Gonzalez. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, nous avons plusieurs délibérations sur la gestion des logements, la gestion en flux. Et nous nous plions là, vous l'avez dit, Monsieur le maire, à la loi de 2018 sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Mais en fait, je ne pense pas que cela change grand-chose. Le problème est qu'il manquera toujours des logements sociaux. Le problème est que nous demandons qu'il y ait beaucoup de logements sociaux, beaucoup plus de logements sociaux pour les Français d'abord et pour les Allodiens aussi qui désirent s'installer dans la commune. Et ces conventions ne changeront rien à ce problème. Nous voterons néanmoins toutes ces délibérations. Merci. Donc on a effectivement une série de délibérations qui correspondent à chaque bailleur social qui intervient sur la commune. On peut quand même regretter, au-delà, on se plie effectivement aux dispositions de la loi Elan. Et vous savez qu'on lutte par ailleurs, et je pense que c'est le cas aussi de M. Gonzalez à l'Assemblée nationale, contre les effets de la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux aux communes. On impose toujours de construire plus aux communes. D'ailleurs, l'arrêté de carence va nous imposer des pénalités financières encore plus importantes en 2024. Il faut qu'on s'y prépare. Malheureusement, le ministère du Logement met une pression excessive sur toutes les collectivités de France. Et comme vous le savez, depuis toujours, la commune d'Allot est carencée. C'est-à-dire qu'elle ne jouit que de 6,2% de logements sociaux, là où la loi SRU en impose 25%. Mais c'est un vrai choix, une vraie orientation politique à assumer. Mieux vaut payer des pénalités financières que de devoir construire 1800 logements comme nous l'imposerait la loi SAU, ce qui dénaturerait complètement notre commune, son cadre de vie, sa qualité de vie, ce à quoi nous nous refusons absolument. Et pour contrecarrer les effets pervers de ces dispositifs, il faut entretenir, comme l'a dit Mme Cianarella, les meilleurs rapports possibles avec les bailleurs sociaux pour défendre chaque dossier d'Allodien qui en a besoin. Parce que, comme on dit, le logement social ne doit pas être réservé à des gens qui viennent de l'extérieur. Nous voulons le réserver prioritairement aux habitants de la commune qui peuvent en avoir besoin, des étudiants, des personnes qui vivent une rupture dans leur vie, une séparation, un divorce, des parents isolés, hommes ou femmes, une retraite pas assez élevée pour pouvoir se loger dans le parc privé. Et on essaie de répondre au mieux à l'ensemble de ces demandes, sachant que nous avons très peu de logements qui se libèrent sur la commune, parce que l'offre était tellement rare que quand les gens obtiennent un logement social, ils le gardent le plus longtemps possible. Et donc nous faisons au mieux avec les rares logements qui se libèrent au cours de l'année. Madame Cianarella, s'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. C'est exactement la même chose, mais là, ce coup-ci, avec le bailleur Logirem, qui a aussi un certain nombre de logements sur la commune. Madame Cianarella. Oui, donc Monsieur le maire, voilà, simplement vous signaler, donc, comme je le réitère, notre mobilisation totale à conserver les meilleures relations possibles avec les bailleurs, y compris même avec la préfecture, pour travailler dans les meilleures conditions lorsqu'il y a attribution. Cela revêt un caractère prioritaire pour le CCS. Et voilà, vous savez, notre mobilisation sur le sujet. Donc là, il s'agit de la délibération suivante pour la société HLM Logirem. Merci, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, c'est SFHE. Pas besoin d'en rajouter, peut-être. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. La suivante, ICF Habitat. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. La suivante, c'est Unicil. Je soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous en avons fini avec ces conventions. Nous passons à la délibération suivante, toujours sur le volet logement. Vous en avez l'habitude, c'est la contribution au Fonds de solidarité pour le logement du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'année 2023. Madame Cianarella nous en rappelle le principe. Oui. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues et mesdames et messieurs, le département est compétent sur l'ensemble de son territoire en matière de gestion des actions d'accompagnement social liées au logement, l'ASEL, à caractère individuel et d'actions d'accompagnement social collectif, l'ASC. En contribuant au financement du Fonds de solidarité pour le logement, les communes participent annuellement à l'aide apportée aux ménages en difficulté. Cette mission de solidarité a permis d'accorder en 2022 sur l'ensemble du département 1841 mesures individuelles d'accompagnement social et 3601 projets d'action sociale collective en direction des ménages en difficulté, mais aussi de financer le dispositif d'insertion par le logement, dispositif DIL, qui propose une offre d'une trentaine de logements par an pour une dépense totale de 7 041 910 €.
La participation 2023 proposée par le conseil départemental pour chacune des communes du territoire métropolitain serait de 0,15 € par habitant, soit pour Allo 3 265,35 €. Sachant, je tenais à vous dire qu'en 2023, le CCAS, via ce dispositif, a instruit 4 dossiers FSL d'aide à l'attribution de logements. Il s'agit de paiement de caution pour entrer dans un logement, de premier loyer, un dossier de maintien dans le logement de la dite personne donc en difficulté, et 25 dossiers d'aide au paiement de factures d'énergie, là aussi pour subvenir aux ménages en difficulté. Voilà. Merci beaucoup pour les présentations de ces différentes dispositions. Dans le cadre de cette contribution au Fonds de solidarité pour le logement, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Donc nous passons, c'est le même principe, mais ce coup-ci non pas avec le département, mais avec la métropole Aix-Marseille-Provence, toujours au titre de l'année 2023. Madame Cianarella nous en rappelle les montants. Oui, donc il s'agit du même principe que la délibération précédente. La participation 2023 proposée par la métropole Aix-Marseille-Provence pour chacune des communes du territoire métropolitain est de 0,15 € par habitant, soit pour Allo une somme de 3 265,35 €. Merci pour cette précision. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous passons au programme de logement, route des 4 saisons, avec une sauvation communale dans le cadre d'un petit projet à dimension humaine, avec 11 logements sociaux qui trouveront leur place sur la route des 4 saisons. Et je laisse le soin à M. Jean Tomaselli de nous faire la présentation de ce rapport. C'est pour essayer de répondre au mieux à la demande en proximité, comme on l'a dit à l'instant. Effectivement, dans la société Eria poursuit un projet de construction de 11 logements sociaux dans route de 4 saisons. Au titre de la participation de la commune dans l'équilibre financier de ces opérations, il est proposé de verser à Eria une subvention de 147 000 €. Je vous rappelle que cette participation serait déductible de la pénalité SRU et qu'en contrepartie de ce financement, le bailleur s'engagerait à réserver à la commune 2 logements. Par ailleurs, la commune s'engagerait en contrepartie de la réservation d'un logement supplémentaire à garantir les emprunts contractés par le bailleur auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Le détail de ces emprunts ferait l'objet d'une future délibération. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, Madame Robineau demande la parole. On vous écoute. Monsieur le maire, vous nous soumettez un projet de délibération pour la construction de 11 logements sociaux et j'appuierai ce programme par mon vote, car il faut savoir raison garder. Vous aviez engagé une procédure contre le préfet pour faire annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 prononçant la carence de la commune d'Allo en logements sociaux, comme vous l'avez dit. L'ensemble des conclusions à fin d'annulation ou de décharge de la requête ont fait l'objet de réfutations détaillées par le tribunal administratif de Marseille pour le manque de pertinence des arguments évoqués. Vous êtes bien gardé de faire mention du jugement qui vous a été notifié courant avril. Quand on cache la poussière sous le tapis, on ne fait pas pour autant disparaître le problème. Alors après, à l'avis de la Commission nationale SRU, le Comité régional de l'habitat et de l'hébergement s'est prononcé le 8 décembre 2023 sur des sanctions qui seront assorties de mesures contraignantes. Vous avez parlé des pénalités, mais ce qui est plus grave, c'est que le préfet va récupérer le droit de préemption urbain et il va imposer la réalisation d'au moins 30% de logements sociaux dans toute opération de construction. L'État se réserve en outre la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage des logements seront données par l'autorité administrative de l'État. En clair, le préfet peut prendre la main et délivrer les permis de construire en lieu et place du maire dans certains secteurs clés de la ville et vous n'aurez pas non plus le contrôle pour l'octroi d'une faveur aux Allodiens en quête d'un logement social. De plus, le seuil légal des logements sociaux s'élevant à 20 ou 25% des résidences principales des communes selon le cas,
vous auriez dû vous abstenir de distribuer des permis de construire à tire-larigot. Vous avez des torts envers la commune car mathématiquement, le pourcentage de carence augmentera et vous devrez engager Allo dans un plan de rattrapage. Vous avez des torts car vous saviez pertinemment que la requête contre le préfet irait à l'encontre du but recherché, d'autant plus qu'elle a été formulée en dépit du bon sens. Alors vous vous êtes livré à un bras de fer contre le représentant de l'État dans le département, au lieu de négocier cette obligation de réalisation de logements sociaux. Je peux vous annoncer ce soir vous que le bras de fer va continuer encore très longtemps parce qu'il est hors de question que les services de l'État dirigent les droits à bâtir à Allo. Dans notre bilan de mi-mandat 2020-2023, Allo avait été classé en zone agricole dynamique au PLUI 2019 et nous aurions dû mettre à profit cette appellation pour s'atteler à transformer les zones à urbaniser en zones agricoles protégées, ce qui a été fait que le 12 octobre 2023. Alors, comme nous l'avons dit dans le passé, il faut conserver à la commune son esprit village. Il faut limiter le développement urbain dans le tissu existant. Mais il importe peu à ce qu'il semble que notre beau village typique du paysage provençal soit dénaturé par des projets incohérents dont le seul but est la satisfaction de faire d'Allo une ville de 30 000 habitants pour nourrir des ambitions personnelles aux dépens des habitants et de l'environnement naturel. Voilà le dessin que vous avez pour Allo. Alors vous Merci. Dites tout et son contraire comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas si vous souhaitez qu'on construise plus pour donner des gages au préfet et pas qu'il fasse l'objet des droits de préemption auxquels il peut effectivement prétendre par la loi. Là, nous vous soumettons un projet. Vous savez qu'on a mené de nombreux combats, ils sont en cours pour longtemps. Il vaut mieux que vous vous y prépariez, parce qu'il est hors de question qu'on se laisse imposer, et je ne suis pas le seul maire dans cette situation. Je me bats au sein de l'AMF, c'est pour ça que je tiens à rester dans ces instances, parce que je veux qu'on mette une pression maximale sur les autorités de l'État, sur le gouvernement, sur le ministère du Logement, sur le préfet, pour que soit remise en cause, comme on l'a évoqué en introduction de ce conseil municipal, cette fameuse loi SRU qui impose ces 25% de logements sociaux aux communes, ce qui est une hérésie complète, parce qu'elle ne tient pas compte des spécificités des territoires, de la volonté des habitants. Moi, j'ai été élu pour ne pas construire. Donc c'est pour ça que j'ai refusé les 6 permis qui étaient inscrits dans le cadre du PLUI par l'équipe municipale précédente. Je les refuse clair et net. Le dernier en date, on en avait parlé dans le cadre de cette assemblée, Eiffage, pour ne pas le citer, qui devait construire 120 logements à la Punch, le permis de construire a été refusé. Ça n'a pas fait plaisir au préfet. Peu importe, on continuera et on mènera le combat jusqu'au bout, pour les riverains et pour préserver notre commune de cette urbanisation excessive. Après, comme vous le dites justement, il ne faut pas être fermé complètement au logement social, parce qu'il faut donner à la fois des gages à la préfecture, en construisant un petit peu, et on a des besoins locaux à assouvir via le CCAS. Et c'est pour ça que quand on a des petits projets comme ça, qui s'intègrent dans la vocation résidentielle de la commune, je les soutiendrai, mais avec parcimonie. Il est hors de question qu'on construise un jour 1800 logements de plus à Allo. On a reçu d'ailleurs les statistiques de l'INSEE en début de semaine, je vous les ferai passer si vous le souhaitez, mais ils sont publics. Nous n'avons pas gagné un habitant sur la période 2020-2023. À 80, je crois, habitants près, on est resté exactement le même nombre d'habitants à Allo. Statistiques INSEE, irréfutables, vérifiables, quantifiables, que je vous invite à consulter plutôt que de faire de grandes déclarations qui n'ont aucun sens avec la réalité que vivent nos communes. Et donc, à ce titre-là, je soutiendrai des petits projets. Et le deuxième pan de ma lutte en matière de logement social, pour donner des gages aussi et pour permettre à ceux qui en ont besoin à Allo de se loger, nous essaierons de rénover de l'habitat ancien dans nos noyaux villageois en réhabilitant des immeubles qui des fois sont mal entretenus. On sait que la ville d'Allo a une histoire et que des fois les bâtiments n'ont pas été toujours bien entretenus, de manière à ce qu'on puisse les réhabiliter, les confier à des bailleurs sociaux et les donner à des Allodiens qui en auraient besoin, sachant que dans nos noyaux villageois, nous avons la chance, et ça a du sens pour ces habitants, qui sont parfois en difficulté, parce qu'il y a des commerces à proximité, il y a des écoles, il y a un réseau de bus, etc., etc. Voilà la stratégie que nous défendons, voilà le sens de cette délibération, et je ne changerai pas d'un iota ma politique en la matière, le préfet le sait,
Il continuera à mettre une pression sur la commune d'Allo comme sur plein d'autres. Nous sommes plus de 40 à travers le département sur 119 à être carencés. Et donc, nous continuerons ce combat avec mes collègues maires, avec l'équipe municipale et avec tous ceux qui voudront bien nous y aider. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention de la part de l'autre groupe d'opposition, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, celui de l'aménagement urbain et de la préservation de notre cadre de vie, avec une convention de servitude avec la société Enedis pour le passage d'une ligne à la Ribassière à Allo. Monsieur Sabatier nous en fait la présentation. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit, chers collègues, d'une délibération habituelle en la matière. Lorsqu'il s'agit de signer une convention de servitude sur un terrain appartenant à la commune. Alors, la commune est propriétaire des parcelles cadastrées, section EV 146 et 147, la Ribassière à Allo. Enedis sollicite la commune pour l'instauration d'une servitude en tréfonds pour la réalisation dans une bande de 1 mètre la parcelle précitée, d'une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 40 mètres et ses accessoires techniques pour accorder une nouvelle construction à usage d'habitation, autorisée 6 108 chemin de Carambeau à Allo. Je vous propose d'approuver le projet de convention qui a pour objet de préciser la nature des travaux et des droits consentis à Enedis, ainsi que les modalités de gestion de la dite convention. Merci, monsieur Sabatier. S'il n'y a pas de demande particulière, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante. C'est un protocole foncier pour la pose d'un local afin d'y installer un surpresseur dans le vallon de Loul à Allo. Et c'est monsieur Sabatier qui nous en fait la présentation. Oui, il s'agit, vous êtes au courant, chers collègues, nous avions voté précédemment une convention de travaux pour que la SEM effectue des travaux. Là, il s'agit de l'achat du terrain. La commune est propriétaire d'une parcelle de 48 mètres carrés, cadastrée BE 5-6 Vallon de Loul. La métropole souhaite acquérir ce terrain pour réaliser des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable pour les riverains résidant à l'extrémité du chemin Vallon de Loul à Allo. Cette acquisition relevant de l'intérêt général, il est proposé d'approuver le projet de protocole foncier en vue de la cession à la métropole de la parcelle cadastrée BE5 en partie appartenant au domaine privé communal d'une superficie de 48 mètres carrés, et ceci à l'euro symbolique. Merci pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous en remercie. Nous passons à la vente d'une propriété pour régler un vieux problème. 3 places de la République à Allo, tout près d'ici. Monsieur Sabatier nous en donne les éléments d'explication. Merci, monsieur le maire. Bon, il s'agit, et je tiens absolument à des régularisations. C'est l'objet de ce rapport. Suite au remaniement cadastral, la parcelle a été identifiée comme appartenant au domaine privé communal. Cette dernière étant occupée par un riverain, il est proposé de céder cette parcelle cadastrée section EB 304 d'une superficie de 17 mètres carrés au prix de 4 420 € afin d'apporter une modification à l'avis des domaines. Il est proposé d'instaurer sur cette parcelle une servitude non efficandi, une servitude d'inconstructibilité. Merci pour ces éléments. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, on régularise cette situation au bénéfice d'un riverain sans qu'il puisse construire le moindre mètre carré supplémentaire naturellement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante. C'est une demande d'aide financière au département des Bouches-du-Rhône, là aussi, dans le cadre du dispositif pour embellir les façades de notre commune. Monsieur Sabatier. Merci, monsieur le maire. Alors, chers collègues, il s'agit, vous avez eu l'occasion de délibérer sur cette même façade, mais il s'agit une nouvelle fois d'une régularisation
suite à la fourniture des factures produites par le pétitionnaire. Par une délibération du 9 juillet 2022, le conseil municipal a approuvé le ravalement d'un immeuble situé 7 rue des Camouins et correspondant à une demande de subvention de 107 183,58 € pour un montant de travaux TTC à la charge du propriétaire de 198 032,22 €, selon les devis présentés. Le demandeur a transmis à la commune les factures de travaux acquittés d'un montant supérieur à l'ensemble des travaux éligibles à la subvention et correspondant aux travaux subventionnés. Il est donc proposé de rectifier l'article 1 de la délibération en précisant que la subvention accordée de 107 183,58 € a été calculée sur la base des travaux éligibles et subventionnables à la charge du propriétaire qui s'élève à 153 119,40 € et de verser la subvention car le montant des factures acquittées fournies par le demandeur est supérieur aux travaux éligibles et subventionnables retenus après avis du comité technique. Il s'agit tout simplement d'une régularisation pour être conforme à la réglementation et la législation. Merci beaucoup pour ces précisions. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir le dossier ressources humaines. Et pour assurer l'ensemble des manifestations et des événements qui sont particulièrement nombreux dans notre commune au moment des périodes de fêtes de fin d'année, donc une dérogation à titre exceptionnel pour le dépassement du contingent d'heures supplémentaires de la part de nos agents municipaux qui sont très mobilisés en cette période. On les en remercie. C'est Madame la première adjointe chargée des ressources humaines, Madame Joëlle Mizrahi, qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. D'abord, je voudrais vous remercier, cher Monsieur le maire, pour votre soutien et votre réconfort, ainsi qu'aux nombreuses personnes qui m'ont donc exprimé leur soutien, ainsi à vous toutes et tous, pour avoir voté cette aide humanitaire pour les deux associations, donc Azad et Kadibat Soran. C'est en ce moment très difficile que passent ces deux peuples. Donc je vous en remercie infiniment. Et ça nous fait du bon au cœur. Voilà. Merci. Je passe à la délibération. Merci. Alors, conformément donc à la réglementation en vigueur, le nombre des heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Toutefois, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, ce contingent peut être dépassé. Aussi, compte tenu du grand nombre de manifestations organisées durant le mois de décembre 2023 sur le territoire communal, de nombreux agents vont être sollicités pour assurer le bon déroulement et la sécurisation de celle-ci. Ainsi, je vous propose d'autoriser une dérogation exceptionnelle aux agents municipaux pour dépasser le contingent maximal mensuel de 25 heures supplémentaires lorsque les circonstances le justifient, et ce, afin d'assurer la continuité du service durant les manifestations organisées par la commune d'Allot pour la période du 1er au 31 décembre 2023 inclus. Merci Madame Mizrahi pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Madame Robineau. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, je souhaiterais, à l'occasion de cette délibération sur les ressources humaines, louer le travail des agents pour les différentes animations, les décorations et les illuminations de Noël qui sont un enchantement. De quoi ravir tous les enfants, petits et grands. Mais ce soir, je souhaiterais aussi informer les agents que par un décret du 31 octobre 2023, conformément au principe de parité avec la fonction publique d'État, le gouvernement a autorisé les collectivités territoriales à octroyer en fin d'année une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, sous la condition du montant de leur rémunération annuelle, conformément au principe de parité, pour aider les agents à faire face à l'inflation. Le versement de cette prime, dont le plafond
s'échelonne de 300 à 800 € en fonction des revenus de l'agent est obligatoire dans la fonction d'État et hospitalière. Dans la territoriale, en revanche, ce qui nous concerne, il est facultatif et dépend d'une décision de l'organe délibérant au nom du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Par contre, remédier aux difficultés des agents liées à l'inflation n'est pas facultatif, c'est une obligation. Alors je pense que les agents qui prendront connaissance de mon propos comprendront qu'il n'y a pas lieu de se réjouir d'une primette de 150 € qui ne contribuera pas à revaloriser leur pouvoir d'achat. Je pense aussi aux agents qui seraient discriminés par un jugement arbitraire dû à la manière de servir tel qu'il est indiqué dans le mail adressé au personnel communal. Les agents ne doivent rien à personne et encore moins à une soi-disant gestion rigoureuse qui m'a laissé pantoise et on aurait dû prendre une délibération avant le 31 décembre pour pouvoir leur permettre d'avoir cette prime de pouvoir d'achat. Je vous remercie. Merci Madame Robineau. Monsieur Gonzalez, non, pas de prise de parole. Donc effectivement, l'État a demandé à ce qu'on verse cette prime pouvoir d'achat, mais l'État a oublié quelque chose, et il faut le souligner. C'est-à-dire que l'État a les crédits pour donner cette prime pouvoir d'achat aux agents de l'État, la fonction publique hospitalière également, et la fonction publique territoriale, comme vous le soulevez, pas le moindre centime de l'État pour qu'on puisse verser cette prime aux agents municipaux. Énormément de maires à travers toute la France, dans le département, mais en dehors de toute la France, ont réclamé, au nom de la justice sociale, le pouvoir d'achat des fonctionnaires, comme de tous les agents, doit être défendu. Sauf qu'il faut donner le moyen aux collectivités de pouvoir verser cette prime. Dans le département des Bouches-du-Rhône, nous serons moins d'une dizaine de communes sur 119 à pouvoir le faire. Il y a Allo, à travers la prime que vous avez citée, il y a Plan de Cuc, il y aura Salon, Aix, quelques communes, mais vraiment très peu, et souvent d'une taille beaucoup plus importante que la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires qui pèsent sur les communes, la baisse des dotations de l'État, on en parlait, l'inflation qui pèse aussi sur le budget de chacun, la plupart des communes sont à l'os et ne peuvent pas verser le moindre centime pour leurs agents territoriaux. Et donc nous, on a réussi, grâce à cette gestion rigoureuse, qui a été reconnue par une agence indépendante, on aura l'occasion d'en reparler au moment du vote du budget 2024, que nous avons déjà préparé, que nous vous soumettrons, on aura un débat d'orientation budgétaire lors du conseil municipal du début d'année, c'est des dossiers qui vont nous animer sur le début d'année 2024, comme on le fait chaque année. Nous avons réussi à dégager une enveloppe budgétaire de 60 000 €, dont nous avons fait profiter les agents, et qui sera versé au moment, effectivement, des fêtes avec la paye du mois de Noël, qui est versée entre le 20 et le 24 décembre. On aurait voulu faire plus. Tout le monde aurait souhaité faire plus. Tous les maires de France auraient souhaité pouvoir verser cette prime. Ils seront très peu à pouvoir le faire. Et moi, j'en tire plutôt un élément de fierté qu'on ait pu dégager ce montant de 150 € qui vient s'ajouter, je le rappelle, à la prime que nous avions votée lors du conseil municipal précédent. Et Madame Robineau, vous l'avez votée, comme l'ensemble des membres de cette assemblée. Il y a aussi une prime de fin d'année qui est versée avec le salaire du mois de novembre et qui était de un peu plus de 1150 € pour tous les agents. Toutes les collectivités ne le font pas. Et nous avons même, au-delà de ça, je vais plus loin, un niveau de prime générale sur la commune qui est beaucoup plus important que beaucoup de communes à travers la France. Et donc, on essaye de valoriser au mieux, effectivement, nos agents qui sont méritants. Ils travaillent, ils sont engagés, ils sont là, vous l'avez dit, on l'a tous constaté. Nous les sollicitons. Nous avons eu beaucoup d'événements sur la période de fête de fin d'année, depuis le lancement des illuminations. Avant ça, il y avait eu la fête de l'âne dans le village organisée par le groupe Saint-Éloi à Lodien. Nous avons eu les événements du premier week-end de décembre au Logis Neuf. Nous avons eu le grand marché de Noël le week-end dernier. Nous aurons la fête de Noël à la Punche samedi. Nous aurons la descente des bergers le dimanche 24 au soir, avant d'évoquer la fête de la Saint-Clair qui nous réunira le premier week-end du mois de janvier, etc., etc. Et il faut... Et c'est aussi une manière de compléter le revenu des agents qui ont envie de s'engager pour leur collectivité, qui veulent faire vivre leur commune à travers ces heures supplémentaires qui viennent s'ajouter à leur rémunération. C'est-à-dire qu'ils ont leur rémunération, ils ont leur prime annuelle, ils ont leur prime exceptionnelle. Et pour ceux qui l'ont souhaité, ils auront aussi un quota d'heures supplémentaires. Et j'ose espérer qu'avec ça, ils pourront célébrer des fêtes de Noël en famille et le plus sereinement du monde. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on leur souhaite tous collectivement autour de cette table. Je vous remercie pour votre prise de parole. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie.
Nous passons au volet suivant qui concerne le rapport social unique. Vous savez qu'il est présenté chaque année. Alors, ce n'est pas un vote, nous devons en prendre acte. Et Madame Joëlle Mizrahi va nous en faire la présentation dans les grandes lignes, sachant que vous l'avez tous dans vos dossiers et qu'il est accessible pour ceux qui le souhaiteraient aussi sur le site de la collectivité. Madame Mizrahi. Oui, merci Monsieur le maire. Ce rapport donc vient se substituer au rapport sur l'état de la collectivité, au rapport sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et au rapport sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il comporte sous forme dématérialisée les données relatives aux agents relevant du comité social territorial liées aux thématiques suivantes: l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, l'action sociale et la protection sociale, le dialogue social et la discipline. Le rapport social unique doit être présenté à l'Assemblée délibérante après avis du comité social territorial. Ce rapport a été adopté à l'unanimité des 2 collèges du comité social territorial en séance du 12 décembre 2023. Il appartient désormais au conseil municipal de prendre acte de ce rapport. Merci. Donc il n'y a pas vraiment de débat, sauf parce que certains veuillent prendre la parole. Si ce n'est pas le cas, donc nous prenons acte collectivement de ce rapport. Merci à tous. Dernière délibération dans le volet RH. Madame Mizrahi va nous présenter la convention d'adhésion au pôle santé du centre de gestion des Bouches-du-Rhône au titre de la médecine professionnelle. Il est proposé à l'Assemblée de renouveler la convention d'adhésion au pôle santé du CDG 13 qui arrive à échéance au 31 décembre 2023. Pour la médecine professionnelle et préventive, la participation financière est échangée et reste fixée à 65 € par agent. Par la prévention et sécurité au travail, le coût forfaitaire annuel déterminé en fonction de l'effectif et de la collectivité est fixé à 2 452 €, incluant l'ensemble des prestations d'inspection et de conseil. Merci beaucoup, Madame Mizrahi. On soumet cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. On passe au volet administration générale. Et c'est toujours Madame Mizrahi qui nous fait la présentation de cette convention de prestation pour l'archivage, toujours avec le CDG 13. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est proposé de renouveler la convention de prestation de services et d'aide à l'archivage avec le centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Pour rappel, ce service d'accompagnement à la gestion des archives du CDG 13 est destiné à accompagner les collectivités territoriales du département dans la gestion des archives et propose, après passation d'une convention, de mettre à disposition de la commune un archiviste qualifié pour accompagner ce travail. La participation financière de la commune due au CDG 13 se porte à 320 € par jour de travail et par archiviste. La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et séquencée de 36 jours de travail par an. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée de recourir au service d'accompagnement à la gestion des archives du Centre Gestion des Bouches-du-Rhône et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet finances avec donc quelques délibérations, j'allais dire techniques, que là aussi Monsieur Tomaselli, notre adjoint aux finances, va se faire fort de nous expliciter. Oui, donc effectivement, la première délibération concerne sur la perte de valeur en chèque CESU pour la régie des recettes. Alors, la régie des recettes du guichet famille est amenée à percevoir des encaissements en chèque CESU. Donc, les chèques sont contrôlés, photocopiés, puis envoyés en recommandé accusé de réception à la société CR CESU. Et cette dernière est en charge du reversement de la somme sur le compte bancaire du régisseur. En date du 21 août 2023, le régisseur du guichet famille de la ville d'Allo a fait parvenir des titres CESU pour un montant total de 1 080 €. Or, la facture CR CESU de remise indique un montant constaté donc par la société CR CESU de 890 €. Donc la somme de 190 € est donc manquante. Malgré la lettre de réclamation émise par la commune le 13 octobre, la société CR CESU a signifié à la commune ne pas avoir réceptionné les 10 chèques. En accord avec le service de gestion comptable d'Aubagne, il est proposé de régulariser cet écart comptable de 190 € par un compte 658,88, autres charges diverses de gestion courante. Merci beaucoup pour cette présentation.
Je soumets cette délibération à vos voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. C'est un peu plus particulier, c'est la vente par la commune d'un groupe électrogène. Oui. Et M. Tomaselli nous indique ce qu'il en est. Effectivement, il est envisagé de la vente d'un groupe électrogène accidenté et non réparable, dont le montant de l'enchère de ce bien pouvant être supérieur à 4 600 €. Il convient au conseil municipal d'autoriser cette vente. Merci beaucoup. Donc on le vend effectivement pour les pièces, mais ça a quand même de la valeur, donc autant qu'on en récupère un maximum d'argent pour la commune. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Là aussi, une délibération technique donc, qui me permet en tant que maire d'engager, liquider et mandater certaines dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2024 auquel je faisais référence il y a quelques instants. Effectivement, dans l'attente du vote du budget 2024, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, en nécessité même, est en droit donc jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider, de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Enfin, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril ou plus tard, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans les limites du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Il est donc proposé d'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget principal 2023, c'est-à-dire à hauteur de 3 663 123 et 43 centimes pour être précis. Donc, qui se répartit sur plusieurs chapitres, sur 4 chapitres exactement. Donc, le chapitre 20 pour 287 535,90 €, le chapitre 204 pour 102 588,50 €, le chapitre 21 pour 3 148 154,53 €, et le chapitre 23, 124 844,50 €. Donc, Monsieur le maire est également autorisé à liquider et à mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans les autorisations de programme. L'autorisation est limitée au crédit de paiement prévu au titre de l'exercice dans la délibération d'autorisation de programme. Une délibération qui revient effectivement à cette période chaque année. Tout à fait, merci pour ce degré de précision. Oui, Madame Robineau. Oui, je souhaiterais intervenir concernant les finances dans les décisions municipales qui ne font pas l'objet de débat. Vous avez donc mentionné une décision modificative du budget 2023 et je souhaiterais, Monsieur Tomaselli, que vous puissiez me confirmer l'excédent du budget de fonctionnement concernant 2023. À combien s'élève l'excédent du budget de fonctionnement? Tel qu'il avait été donné, enfin, je n'ai pas les chiffres en tête là, mais tel qu'il avait été non, je voulais avoir confirmation, déclaré. Si j'ai bien compris que c'était plus de 3 600 000 qui sont reversés au budget d'investissement. Est-ce que vous pouvez me confirmer Je pourrais vous le confirmer, oui, mais là, je n'ai pas les chiffres en tête. Parce que justement, avec l'excédent de ce budget de fonctionnement, la prime au personnel de 60 000 € aurait pu être encore plus augmentée vu l'excédent du budget de fonctionnement. Donc j'aimerais bien que vous puissiez me le confirmer et que je le reçoive parce que souvent vous me promettez au sein du conseil municipal certains documents que je ne reçois jamais. Donc, M. Tomaselli, j'attends cette réponse. Vous avez un engagement ferme de M. Tomaselli. Oui, ça a été voté en mars, donc voilà, effectivement... effectivement, de toute façon, s'il y a des marges de manœuvre sur 2024, on ne se privera pas de valoriser comme il se doit notre personnel, n'en doutez pas. Et puis, de toute façon, ça sert effectivement à équilibrer le budget, notamment les investissements. Donc, je vous confirmerai les chiffres, mais ce n'est pas parce qu'il y a 3 millions qu'on peut dégager plus de marge que ce qu'on a fait sur cette année. Vous nous rappellerez tous ces principes au moment du budget 2024. On passe au volet métropolitain avec l'approbation de l'instauration des attributions de compensation d'investissement et la régularisation des compensations transitoires pour l'éclairage entre 2019 et 2022. Ah pardon, on n'a pas voté, c'est vrai. Donc, je soumets à vos votes la délibération précédente, donc que nous ne nous trompons pas, il s'agit de la 218, qui est pour,
Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Et donc nous passons à la suivante, à savoir la 219, concernant donc la régularisation des compensations transitoires pour l'éclairage entre 2019 et 2022. Et c'est M. Tomaselli qui nous en fait la présentation. Oui, effectivement. Donc, dans le cadre du transfert de la voirie définie d'intérêt métropolitain, il est proposé que les charges évaluées en investissement fassent l'objet de la mise en place d'attributions de compensation en investissement. Donc il convient également de régulariser définitivement le montant de compensation au regard des dépenses réelles engagées par la commune dans le cadre des conventions de gestion d'éclairage public établies avec la métropole. Donc il est instauré une attribution de compensation en section d'investissement. Le montant de l'attribution de compensation socle de la commune est réparti ainsi. Donc pour le fonctionnement, plus 515 672 et pour la part d'investissement, moins 168 354, ce qui représente un total de 355 318. Le montant de l'attribution de compensation pour l'année 2023 intègre la régularisation des dispositifs conventionnels relatifs à l'éclairage public pour la période 2019-2022. Il est fixé pour la part de fonctionnement à 609 974, pour la part d'investissement, pareil, 160 354, donc pour un total de 449 620 €. Merci beaucoup pour ces éléments. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, toujours par M. Tomaselli, concernant l'approbation de l'avenant numéro 2 sur les compétences transférées, là aussi, à la métropole. Voilà, transférées, donc ça nécessite modification de l'avenant. Donc depuis le 1er janvier 2023, la métropole n'est plus compétente pour la défense extérieure contre l'incendie. Dans l'article L 5217-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'ensemble des droits et des obligations attachés aux biens transférés, y compris les dettes, est supporté par la commune une fois le transfert réalisé, si et seulement si la part de la dette métropolitaine contractée au titre de la compétence et ou de l'équipement transféré peut être isolée. Dans le cas où les emprunts ne peuvent pas être individualisés par compétence, il est fait application du mécanisme alternatif dit de la dette récupérable. Ainsi, la commune continue à rembourser ses emprunts sans transfert de contrat à la métropole, cette dernière remboursant à la commune la quote-part d'emprunt. Donc, il convient de modifier la convention de dette récupérable initiale pour tenir compte des transferts cités auparavant. Merci, M. Tomaselli, pour toutes ces précisions et des liens des fois complexes qui lient notre commune à la métropole, comme c'est le cas pour les 92 communes de notre territoire. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets ce rapport à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous arrivons déjà au dernier rapport de cette séance, qui ne nécessite pas de vote. Il s'agit de prendre acte du rapport annuel sur les prix et la qualité du service public en matière de déchets. Vous savez que c'est une compétence de la métropole. Ce rapport retrace les éléments de l'année 2022. Maurice Attias ayant dû nous quitter de manière un peu précipitée, il revient à M. Serge Bénica qui a récupéré son pouvoir de nous présenter succinctement ce rapport qui est accessible à tous. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, je remplace M. Maurice Attias. Comme chaque année, un rapport sur le prix de la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers est assimilé et présenté au conseil municipal. Dans un souci de transparence de la vie publique, ce rapport sera mis à la disposition du public. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée d'acter le présent rapport. On prend acte de ce rapport, comme nous le faisons chaque année. Merci pour ce conseil municipal. C'était, comme on l'a dit, le dernier de l'année. Le prochain se réunira en début d'année avec le traditionnel débat d'orientation budgétaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches. À très bientôt.